faisais signe, Roger Mailloux, vous qui nous accueillez si chaleureusement dans votre beau musée, vous avez la parole. On me l'a dit, mais je l'ai vraiment compris, il faut que je sois très bref. Donc bienvenue au musée de la Croix-Rouge, bienvenue à la Maison de Rousseau et de la littérature. J'ai promis à Velibor ce matin de lui raconter de manière très anecdotique comment je l'ai rencontré. J'étais à Sarajevo pour le festival Warm. Warm, ça veut dire chaud, comme tout le monde sait, mais c'est aussi la contraction de War et de Memorial. Et puis, alors que je disais à ces personnes qui sont avérées être des amis communs, Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen, et Rémi Ourdan du Monde, je leur dis, cette ville me fascine, mais je n'y comprends rien. Et les deux, très spontanément, m'ont dit, tu dois lire Sarajevo Omnibus de Velibor Čolić et tu comprendras tout. Alors, je confirme, presque tout. Bienvenue encore, merci. Merci beaucoup. Marina Skalova, je vais commencer avec vous. Vous êtes née à Moscou, vous avez vécu à Paris, à Stuttgart, à Berlin et à Vienne avant de vous installer à Genève. Vous avez publié Atemnot chez Cher en 2016, recueil qui vous a valu le prix de poésie de la vocation. Amar aux éditions L'Âge d'Homme et le dernier en date dont on va beaucoup parler ce soir, Exploration du flux au seuil. Un livre, si j'ai bien compris la fin, dicté par la colère et l'impuissance, c'est ça? Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Alors, c'est rétrospectivement, j'ai l'impression que c'est un texte qui a été écrit sous le coup de la colère et de l'impuissance. Enfin, c'est effectivement ce que j'écris dans les lignes de fin. En même temps, je pense qu'un texte, c'est surtout une cristallisation de beaucoup de choses qui sont là avant. L'une des premières lignes du livre, ce sont des mots, des images, et je pense que c'est surtout une cristallisation d'images autour du dedans, du dehors, de l'intérieur, de l'extérieur, du passage de frontières, des murs à l'intérieur des murs qui se déplacent à l'intérieur des murs. Enfin, c'était surtout énormément de flots d'images qui étaient là, qui étaient bien antérieurs en fait au début de l'écriture de ce texte, qui ensuite se sont solidifiés, je pense. On aura l'occasion d'y revenir, mais les murs à l'intérieur des mots aussi, vous enfoncez les cloisons pour donner aux mots toute leur ampleur et toutes leurs acceptions. C'est un texte qui remet en cause un certain emploi du langage et donc effectivement qui commence avec la notion de flux qui a été très employée pour nous parler de soi-disant flux migratoires. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et qui effectivement va faire passer ce terme de flux un peu comme une balle dans un flipper pour en retirer toutes ces acceptions. Et en même temps, c'est un texte qui, je pense, qui essaye de faire confiance aux mots et donc qui essaye de s'accrocher aux mots pour leur donner un sens et qui constate la façon dont ils sont évidés de leur sens tous les jours. Et je pense que c'est un texte qui... Donc c'est un flux, il a une forme liquide, en même temps il essaye de produire du solide en s'accrochant à des mots, en essayant de définir, en essayant de réinsuffler du sens là où il n'y en a pas, et qui en même temps se retrouve à chaque fois submergé par des vagues et qui constate effectivement l'impuissance du langage, je pense. On va avoir l'occasion de revenir sur tout ça. Velibor Čolić, vous êtes né en Bosnie, enrôlé dans l'armée bosniaque, vous désertez en 1992, vous êtes arrêté mais vous parvenez à vous échapper et vous vous réfugiez en France. Je crois que plusieurs de vos manuscrits en serbo-croate ont été détruits pendant la guerre, c'est ça. Vous avez publié plusieurs ouvrages chez Gallimard, récompensés par de nombreux prix, et notamment ce manuel d'exil en 2016, dont on a entendu de larges extraits tout à l'heure. Un livre écrit en français, comme 2 ou 3 autres de vos livres. J'ai le sentiment qu'il était important d'abord de laisser passer du temps, et ensuite de vous approprier une nouvelle langue pour pouvoir nous raconter tout ça.
François, d'abord, merci d'être venu quand même, nous écouter. Alors, Manuel d'Exil, c'est l'histoire d'exil. C'est un peu gonflé, comment dire. Surnommé un livre sur l'exil, comment réussir son exil en français. Par définition, l'exil, c'est une défaite. Comment réussir une défaite? Ou disons, comment réussir son cancer? Comment réussir son divorce? Tout se passait chez moi dans la langue. J'ai eu la chance, nous avons eu la chance, dans le malchance, nous les réfugiés européens, d'être blancs. Là récemment, un journaliste qui me demande qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez un conseil pour une nouvelle vague de réfugiés? Je dis oui, devenez blanc et chrétien. C'est plus facile. Je dis toujours, et le livre est sorti depuis un moment, il faut que je finisse l'autre, que pour écrire un livre comme ça, où je dédramatise l'exil, attention, je n'oserai jamais dire quoi que ce soit sur l'exil des autres. Je dédramatise mon exil, il m'a fallu triple airbag. Premier airbag, très confortable, c'est le temps. Entre le moment que vous avez attendu, je pose mon sac à la gare de Rennes, le moment où je commence à écrire le bouquin, c'est passé 20 et quelques années confortable. Deuxième airbag, l'espace entre Bretagne, Finistère, la pointe, Douarnenez. Bretonne et ma Bosnie natale, il y a quelques milliers de kilomètres confortables comme airbag. Et troisième, le plus important airbag, c'est la langue française. Ça, c'est la schizophrénie. Ça, c'est l'absurdité de gens des écrivains qui ont changé la langue d'écriture. J'avais l'impression, et j'ai toujours l'impression, que ce Velibor Čolić écrit en français n'est pas tout à fait Velibor Čolić pour de vrai. Comme si la langue française, je ne sais pas si vous me comprenez, comme si la langue française m'a dédouané de plein de choses. Et bizarrement, plus j'écris en français, plus je suis intime. Certaines lignes, certaines pages, certains chapitres de ce livre seront impossibles pour moi d'écrire dans la langue maternelle. Je crus, comme vous avez attendu, naïvement au tout départ de mon exil, qu'il fallait que j'apprenne rapidement, plus rapidement possible la langue française. Comme ça, j'ai cru que ma douleur resterait dans ma langue maternelle. C'est faux, archi faux. Voilà la langue, et bien évidemment, si vous permettez, l'accent. J'ai un accent. Tout petit, tout petit. Un journaliste, et j'ai présenté mon livre en 2017 à Madrid, n'est-ce pas? Un journaliste rapidement m'a dit, à la fin, c'est qui Velibor Čolić? Moi je dis, je suis 105 kilos d'accent. Si je dis rien, je peux passer pour un Belge. Ou pour un Suisse. Dès que je commence à parler, même les gens bien intentionnés qu'on charge, et de d'où ça vient, c'est l'accent. J'ai dit, hier j'étais danois, aujourd'hui je suis polonais. Mais en même temps, à la toute fin du Manuel d'Exil, vous faites un joli clin d'œil à Charles Trenet, vous dites « Douce France, cher pays de mon enfance ». Ça veut dire que vous avez eu une deuxième enfance en France? Oui, il faut dire que l'homme illettré est rétrogradé. Je viens comme une sorte de star de la radio yougoslave. J'anime l'émission rock vendredi soir, et comme mercredi après-midi, personne n'écoutait la radio de chez nous, je passais le jazz. Et puis j'ai déjà publié 3 livres, et la guerre d'abord, puis l'exil m'a rétrogradé, je me suis retrouvé illettré. Et l'homme qui ne sait rien dire, qui ne comprend rien, il est con. Un enfant qui parle mal, c'est rigolo. On dit non, Émilie. On ne dit pas lapin, on dit le pain. Un adulte, vite fait. Et j'ai remarqué, ça c'est l'ultime test. Vous avez remarqué que nous, tous, nous parlons très fort avec les étrangers.
J'habite à Strasbourg, tout le monde voulait aller à la cathédrale, et Japonais qui me demandent où est la cathédrale. Il ne comprend pas français, mais je lui dis tout droit, à droite, et voilà. Tester, c'est sûr, donc on parle. Régulièrement, je disais, maintenant ils savent que je parle français, régulièrement, je disais doucement, madame, je ne suis pas sourd, je sais pas, tout se jouait dans la langue, tout se jouait dans cette bataille, normalement perdue d'avance, de l'homme parachuté, comme vous avez vu en France, avec 3 mots Jean-Paul Sartre. Si vous voulez, on peut ajouter Jean-Jacques Rousseau. Et Michel Platini, ça fait déjà un bagage intellectuel. Rousseau, ce soir, c'est bien. Oui, c'est bien. Marina Skalova, je parlais d'Athénote tout à l'heure, c'est un poème qui est un peu long. Vous êtes également traductrice, ce qu'a dit Bélibor tout à l'heure sur la schizophrénie. Vous ressentez quelque chose de cet ordre-là en changeant de langue ou en utilisant deux? La schizophrénie des langues, enfin quand Bélibor en parle, c'est quelque chose qui me parle énormément, mais d'abord je pense parce que c'est quelque chose que j'ai énormément vécu dans mon contexte familial. Enfin, moi je suis dans une famille qui a été assez déchirée par ces histoires d'immigration et où donc on peut dans une même phrase passer du russe à l'allemand, au français, avec ma grand-mère qui ne comprend pas le russe de ma sœur, qui parle avec un accent français, avec des mots administratifs allemands. Enfin, donc il y a cette dimension de la schizophrénie où personne ne sait dans quelle langue il parle et où voilà, et on est dans un entre-langue qui s'invente du coup, parce que du coup il y a quelque chose d'assez chouette dans une langue qui se crée à ce moment-là. Après, dans l'écriture, enfin surtout dans Atom Note, j'avais quand même ce souci d'un texte qui soit lisible et pour des locuteurs francophones et pour des locuteurs germanophones. Donc où j'ai l'impression que c'est un texte qui a beaucoup plus clarifié et posé des choses, même si on a une circulation entre les langues qui est lisible. Donc dans ma tête, c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup moins posé dans 2 langues clairement l'une à côté de l'autre sur la page. C'est-à-dire que je pense que pour retranscrire cette expérience-là, on rentrait vraiment dans une écriture multilingue et du coup ça pose beaucoup plus la question de la réception et quel lecteur est capable de lire de tel texte, quoi, en fait. Vous diriez que le véritable exil, c'est la langue? Non, je suis assez d'accord avec ce que Bélibor disait dans la mesure où je pense que la perte de la langue déshumanise et qu'on se retrouve effectivement dans une position d'illettré, enfin qu'il y a vraiment quelque chose qui touche à l'identité et au fait de se sentir humain et qu'il y a plusieurs seuils là-dedans, c'est-à-dire que une maîtrise imparfaite, un bégaiement, un accent, effectivement, mais aussi, je pense qu'en écrivant, moi, je fais l'expérience de beaucoup de trous, en fait, dans mon expérience de la langue. C'est-à-dire que, à la fois, j'ai appris le français jeune, j'ai appris l'allemand jeune, donc j'ai pas eu la difficulté de beaucoup de personnes qui arrivent à l'âge adulte. Et en même temps, j'ai pas vraiment de langue maternelle et c'est-à-dire que toutes les expériences d'écriture sont toujours un peu des expériences d'exposition et d'exploration des trous, des blancs, des manques. Donc c'est un peu, je pense, ces expériences-là qui ont beaucoup nourri l'écriture d'Atom Note, d'Amar aussi. Donc voilà, je sais pas si l'exil c'est la langue, mais en tout cas, je pense que il y a des trous, il y a des absences des violences de l'exil qui se répercutent sur des générations et qui se traduisent par la langue. Bélibor, quand on a publié en Yougoslavie, qu'on a eu un prix littéraire, en tout cas un important, et qu'on se retrouve en exil en France et qu'on prend ses cours de français et qu'on vous dit que vous êtes illettré, comment on fait pour vivre avec ça? Quand on aime la littérature comme vous l'aimez, et ça se sent à longueur de page dans ce manuel d'exil, votre vie et la littérature, oui, et ça fait votre vie indiscutablement. Quand on vous dit illettré, c'est tout un monde qui s'écroule. Plus qu'un monde. Noir absolu. Mais il faut dire que mon exil
je répète, aucune généralité, ni rien, j'ai aucune, ni moyen, ni ambition, ni quoi que ce soit, ni écrire, ni sortir ce qui que ce soit, c'est mon histoire, c'est mon exil. Que je suis arrivé, donc c'est le moment 22 août 92, c'est 92, donc 92, que je pose mon sac, et je regarde ma nouvelle terre, je vois le gens passe, je me suis senti comme un animal, un tout petit animal chassé et effrayé. Je savais que n'importe quel passant, n'importe quel gros con, si je parle, n'importe qui veut plus que moi, je suis réfugié, je suis sans papier. Manuel d'exil, d'accord, pour moi c'était juste la quête de verticalité de l'homme. Je ne voulais pas devenir écrivain, je voulais redevenir écrivain. Je ne voulais pas apprendre à écrire, je voulais réapprendre à écrire. Tragédie, dans tout ça, c'est réapprendre, retrouver le concept. Un exilé, ce n'est pas un homme vierge d'expérience. Je me suis dit, voilà, un frère, 1m96, fils, amant, écrivain, basketteur, comment ils arrivent à compresser, entasser tout ça dans un seul mot, réfugié. Donc oui, Manuel d'exil, c'est cet angle, et pour moi c'est la littérature, entre animal effrayé et verticalité de l'homme. La découverte de la belle langue française, il faut dire qu'on connaissait la littérature française traduite. Comment ça, dans notre foyer, on se retrouve analphabète, illettré, adulte. Il fallait d'abord qu'on remplisse les papiers, qu'on croit qu'on est illettré. Donc voilà, on remplit comme ça. Et j'oubliais de la mère, notre prof, première prof Ninoc, je dépose mon papier, elle m'a dit, attendez, wait, on parle en anglais, je dis yes, oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, vous avez mal rempli. Je dis, comment ça vous rempli? Elle m'a dit, donc il y a les noms, prénoms, date, lieu de naissance, votre projet en France, vous avez écrit concours. Quel concours? Mais je dis, non madame, j'ai écrit Goncourt. Elle m'a dit, pour l'instant, il est très compliqué. Mais c'est violent, c'est du violence. Donc je voulais dans mon livre, si vous prenez le temps de regarder, humaniser au maximum ce personnage, ce bonhomme qui est Véli Borcholi, régulièrement tête à claque. Tu dis, oh là. Puis on dit, ben non, il est touchant, puis il est drôle, puis il est comme ça. Et modestement, bien modestement, je suis un grand lecteur, bien évidemment, de littérature d'exil. Et littérature et exil, mariage depuis Ulysse. Et même les grandes dissidents russes sont exilés. Je dis, pourquoi on écrit beaucoup sur l'esprit et si peu de corps? Front National, l'extrême droite français, ils m'ont dit déjà que je prends la place. Et oui, Madame Le Pen, je prends la place. Et si vous regardez dans mon livre, je transpire beaucoup, je suis gros, je fais du bruit, je tombe, je bois beaucoup depuis j'ai arrêté, je mange, j'ai grossi, comme ça. Je tombe amoureux souvent. Oui, mais je dis, c'est pas parce que je suis réfugié que je tombe pas amoureux. Non, c'est clair, c'est très important. Je dis, je suis réfugié, d'accord, mais je ne suis pas aveugle. J'avais les problèmes avec la langue, comme ça. Donc, avant que tu accouches, le mec qui passe, il récupère, tu regardes. Voilà, donc, c'est la colère, c'est le désespoir, et comme dit un super proverbe, Rome, tzigane des Balkans, qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est 100 fois tomber et 101 fois se relever. Si vous regardez, voilà, c'est ça mon manuel d'exil. Je répète, aucune ambition, ni moyen, ni ça ne m'intéresse pas à raconter l'exil, l'église des autres, même si, bien évidemment, dans le schéma, il y avait plus de chances que je croise un autre réfugié que, je ne sais pas, que Scarlett Johansson, la blonde. Vous avez un petit faible pour les blondes quand même. Hein. Vous avez un petit faible pour les blondes quand même. Les blondes, oui. C'est pas réciproque, mais c'est bon. Je vais faire une passerelle avec le texte de Marina parce que
Dans ce manuel d'exil qui fait à peu près 250 pages, et depuis le début de cette conversation, vous avez parlé d'exilés, de réfugiés, et effectivement, il faut attendre les toutes dernières pages du manuel d'exil pour que vous écriviez « Je suis une tache gênante et sale, une gifle sur le visage de l'humanité, je suis un migrant ». Et c'est la seule fois de tout le livre où le mot « migrant » est utilisé, et je pense que c'est pas pour rien. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire que j'ai écrit ce livre en 2014 et je suis en train, que ça ne se voit pas, je ne sais pas que je suis gros, je n'ai pas encore accouché mon nouveau roman, donc voilà. J'ai oublié, mais manuel d'exil, c'est pas manuel de migration. C'est ça. Exilé, pour moi, c'est... Voilà, un touriste qui vient dans un pays ne parle pas la langue, c'est pas grave, lundi il rentre chez lui au Japon, en Allemagne, comme ça. Un exilé, c'est la même chose, sauf qu'il reste. Parfois que les gens, et toujours, 25 ans, toujours me demandent d'où vous venez. Moi je réponds, je ne suis pas venu, je suis resté. Pour moi l'exil, c'est plutôt l'histoire de rester que de venir. Sauf si je suis particulièrement en colère, je dis, bah, je suis africain. Ouais. Moi, je dis Afrique du Sud, on se fait virer. Ouais. Du coup, quand vous utilisez migrant, c'est à cause du regard des autres. En l'occurrence, c'est parce qu'on est dans le train que les gens vous regardent d'une certaine manière. Oui, les gens, je répète, cette réduction qui est terrible, j'essaie avec mes petits moyens de combattre cette réduction. Grande, blonde, noire, musulmane, putain, juive, comme ça, enserré, compressé. Dans un seul mot qui est insupportable, migrant. Alors chez Marina, on traite du même sujet de la manière suivante. Les migrants et les réfugiés, ce n'est pas pareil. Les migrants, ils flottent sans savoir où ils veulent aller, tandis que les réfugiés, c'est simple. On sait qu'ils cherchent un refuge. Et tout au long de votre livre, le poids des mots, l'exactitude de la signification des mots est fondamental. En fait, ce que vous dites, moi, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec des élèves que j'ai rencontrés pour le roman des romans il y a 2 jours. En fait, je leur parlais de la citation d'Edmond Jabès, qui est en ouverture d'Amar, qui dit l'étranger est peut-être cet homme sans identité établie auquel on réclame avec insistance un nom. Et en fait, voilà. Et en fait, cette citation est fondamentale pour moi parce que c'est vrai qu'une personne qui arrive en un lieu, on va très vite lui demander effectivement d'où elle est venue et pourquoi elle est venue, et donc de décliner son nom, son identité, ses papiers, sa justification, sa légitimité. Et à partir de là, en fait, juste à partir de l'indication du lieu et du pourquoi être là, on va déduire effectivement si c'est un migrant économique, donc illégitime, un réfugié qui a fui la guerre et la misère et sur lequel on va s'apitoyer, un expatrié bienvenu, un touriste, enfin voilà. Et du coup, je crois que c'est un texte dans lequel j'avais besoin de résister, en tout cas, en fait aussi à cette injonction qui nous est faite quand on vient d'ailleurs, de commencer par raconter son exil. Et, enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une violence aussi, du récit biographique du migrant, qui peut aussi être récupéré en littérature, je pense. Voilà, je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivée là, mais... Moi, ce que je vous propose, ouais. sans injonction aucune, si vous êtes d'accord, c'est que, pour qu'on comprenne un peu mieux ma question, peut-être, c'est que vous nous lisiez un premier extrait de votre livre. Ok. Ce sont des mots, des images, un afflux d'images. Ce mot d'abord, afflux, flux humain, flux financier, flux migratoire, flux comme fleuve, fluvial, tout flot, avoir un bon flot. Flux, ce mot avec un X comme génération branchée, un mot de hipster, me dit-on, un mot de la globalisation. La globalisation,
c'est quand le monde entier est devenu un village. La globalisation, c'est quand le monde entier peut se connecter sur Facebook, scroller, liker, partager. Le monde entier est devenu un village Facebook. Des amis montrent des photos de leurs bébés, des amis m'invitent à des expositions, des amis annoncent leurs publications. Des amis lancent des appels à projets, des appels à résidence. Des amis lancent des appels à l'aide. Des amis appellent à l'aide parce qu'ils n'ont plus de lieu de résidence. Des amis appellent à l'aide parce qu'ils sont dans un camp de réfugiés et qu'ils ont besoin de tentes, de draps, de nourriture, de vêtements. Des amis appellent à l'aide parce qu'ils sont dans un camp de réfugiés à la frontière libanaise et qu'une épidémie de typhus s'y est propagée. Une épidémie de typhus dans un camp de réfugiés, comme chez nous, comme au Moyen-Âge, comme dans nos contrées, avant qu'on devienne l'Europe et que l'Europe ne devienne une forteresse. Ils demandent des médicaments. Ils sont à 8000 km de chez moi et j'ai le choix entre liker, scroller ou partager. Les images affluent, un flux d'images, les bébés, les pièces de théâtre, les articles du Gorafi, les soirées marshmallow, la crise du logement, les camps de réfugiés. Et j'ai le choix entre liker, scroller ou partager. Je peux bloquer les images de certains posts aussi, si elles en venaient à trop m'atteindre, si elles en venaient à m'atteindre de trop près, à nouer mon estomac ou ma poitrine, si le village global venait forcer les remparts de la forteresse que sont ma chair, mon corps, mon confort. Mais on ne force pas la forteresse. On ne la force pas comme ça. La forteresse du corps, chez nous, elle est protégée par des lois, des droits de l'homme et des droits de la femme, des droits de l'homme et des droits de la femme qui ont été inventés pour que nul ne puisse pénétrer à l'intérieur de la forteresse. Des droits de l'homme et des droits de la femme pour que la forteresse soit rendue impénétrable, inviolable, inaliénable. Des migrants ont pris la gare de Budapest d'assaut, nous dit-on. Prendre d'assaut, c'est une expression qui tire son origine du Moyen-Âge. Elle qualifiait les batailles menées pour s'emparer des châteaux voisins. Elle désigne l'action d'assaillir, d'attaquer brusquement. On prend d'assaut une ville, un pays. La plupart du temps, on est armé. Avant, on faisait ça avec des chevaux. Maintenant, on déploie des troupes au sol. On tend une embuscade, ou alors, on est accompagné par des tanks, et puis on prend d'assaut. Il y a des fusils qui sont faits exprès pour ça. On appelle ça des fusils d'assaut. On a construit la forteresse autour d'un certain nombre de principes. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes et on a construit des remparts tout autour pour protéger les principes. Les principes sont fragiles, ils prennent froid facilement. On a peur qu'à long terme, si on laisse la porte ouverte pendant trop longtemps, les principes s'enrhument et développent des maladies. Il n'y a pas forcément de vaccin chez nous pour se protéger des maladies qui pourraient s'emparer des principes. On peut l'applaudir. Lady Borcholic, au début de la lecture qu'on a entendue tout à l'heure, magnifiquement interprétée par Jean-François Châtelain, je ne vais pas avoir le même talent, mais il est dit ceci. Je murmure une complainte stupide et enfantine, tout en sachant que les mots ne peuvent rien effacer, que ma langue ne signifie plus rien, que je suis loin et que ce loin est devenu ma patrie et mon destin. J'ai la sensation d'être plongé dans un univers aquatique où chaque geste, chaque mouvement et chaque mot est étouffé dans un silence inquiétant, comme un rêve dont on ne se réveille pas, un étrange ballet de deux mondes qui ne se touchent pas. Est-ce que plus de 20 ans après... Oui, c'est bien hein, d'ailleurs. Ouais. Au-delà de la pudeur et du petit jeu de mots que vous venez de faire, 20 ans après, on a encore ce sentiment d'être plongé dans un monde aquatique et que ces deux mondes-là ne se touchent pas. Donc, d'abord, je voulais dire que depuis presque 25 ans, je mène une guerre, plus qu'une bataille, que mon nom de famille Čolić, on ne prononce pas à la française colique. Ça fait néphrétique, effectivement. C'est pas très sexy. Ouais. Et si quelqu'un insiste vraiment colique, alors je dis, alors d'accord, je m'appelle Al colique. Les mots
chapitre dans mon livre, ça fait un peu bête et très français, c'est autocité. Je parle que je suis vrai français, je me cite moi-même. Un chapitre sur un monsieur, paix à son âme, probablement il est mort depuis, un voisin à Budapest, Joseph Korda, juif, un des derniers juifs de Budapest, qui avait le visage déjà, ou après, mais peu importe, qui ressemble un peu à Primo Levi, comme ça. Il m'a raconté le Paris de grande époque. Il m'a dit, jeune homme, j'étais accordeur de piano et gigolo professionnel à Paris. Champagne, Biarritz, Biarritz, Champagne. Et parfois, j'oubliais que je suis juif, mais il y avait toujours quelqu'un pour me rappeler que je suis. Alors ma vie en France, j'ai peu de choses, mais tout ce que j'ai, c'est en France. J'aime beaucoup de choses, et parmi les beaucoup de choses que j'aime, beaucoup de choses sont en France. Moi aussi, parfois, j'oublie que je suis réfugié, mais il y a toujours quelqu'un pour me rappeler. Ramener, rien que dans les FNAC, c'est extraordinaire, dans les FNAC, l'Europe du Sud-Est. Je suis dans la collection blanche chez Gallimard. Vous voyez, tout le monde. Ça, c'est depuis 1911 comme ça. Plus français, ça n'existe pas. Sud-Est, et j'ai écrit même un mail à Milan Kundera tchèque. Je disais, cher Milan, savez-vous que Prague est maintenant l'Europe du Sud-Est? Donc on classe comme ça. Et on me rappelle d'où vient ce accent. Pourquoi vous êtes comme ça? Un réfugié, un migrant, un exilé, un étranger, sauf s'il n'est pas diplomate danois à Strasbourg, là ça va, doit s'expliquer régulièrement pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, comme ça. 25 ans passent. En plus, moi je prends la place. Vous voyez, je suis à l'aise. Je suis depuis 2 jours à Genève. J'ai l'impression, vous avez l'impression que je suis depuis 20 ans comme ça. Je prends la place. Je suis un invité professionnel. Dernière fois qu'on m'a invité en résidence à Strasbourg pour 3 semaines, je suis resté 13 ans. Attention, le croix rouge, voilà. Croissant rouge. Je viens comme ça. Donc, je reviens le monde aquatique. C'est une sorte de bonhomme qui marche, qui regarde le pied. Ballet aérienne, c'est pas tango. Tango, on se sert. Ballet, donc, il y a un monde, le mien, où on est un peu les ours balkaniques. Il y a quelque chose de beaucoup plus beau, disons, élégant. Et ces deux danses, ce ballet, se touchent presque jamais, ou très loin, quelque part, vers le regard de l'Est de Paris. La question était... Est-ce que maintenant, après, on se sent toujours un peu dans ce monde aquatique, et est-ce que ces deux mondes ne se touchent toujours pas? On peut pas, on est scellé, je suis scellé. J'ouvre ma gueule, je suis indiscipliné comme réfugié. Je tire sonnette à alarme. Je dis toujours, nous les Yougoslaves, on n'était ni plus stupides ni plus intelligents qu'ailleurs. Chez nous, l'islam existait depuis 5 siècles. On a fait la guerre. Attention ici. Je me cache parfois, peut-être derrière quelques phrases drôles, parce que je défends aussi l'idée quand je peux. Le unique et seul seuil est mon talent. Je pense, plus j'avance dans mon métier, dans ma vie, hélas, qu'on n'est pas obligé d'être triste pour être sérieux. Marina Skalova, avec cet élément aquatique, on en revient à votre flux, et Velibor a dit à plusieurs reprises, je raconte mon exil. Vous mettez le doigt là-dessus aussi, hein. Vous prenez l'exemple de ce petit garçon dont l'image a fait le tour du monde, et vous en dites ceci: il fera bien l'affaire pour parler à la place des autres, ce gamin qui ne peut plus rien dire.
Et effectivement, quand on vous lit, on se rend bien compte que finalement, et les médias sociaux et la presse en général jouent beaucoup sur l'émotion et relativement peu, voire dans certains cas pas du tout, sur la réflexion. Votre livre, c'est aussi pour faire ce pas de côté et peut-être prendre le temps, puisqu'il faut le prendre pour réfléchir. Après, il y a aussi de l'émotion, je pense, dans Flux. Effectivement, il y a effectivement la colère et effectivement le lien à l'intime et au corps qui, je pense, resolidifie tout ça et cherche à redonner du sens à un langage rendu tellement abstrait justement par les médias, rendu tellement déshumanisé, que je pense que qui appelle du coup la concrétude et la violence des images corporelles. Voilà, donc je n'opposerai pas émotion et réflexion. Je pense plutôt qu'on a affaire à un langage tellement déréalisé qui ne rend plus l'émotion humaine, la solidarité, le fait de se sentir concerné possible. Voilà, après pour ce qui est de raconter son exil, je le fais un peu plus dans des textes à venir, c'est-à-dire que j'ai un texte qui va être mis en scène au Théâtre de Poche à partir de février, qui s'intitule La chute des comètes et des cosmonautes. Voilà, où il y a aussi des éléments liés à mon départ du RSS, au départ de mes parents du RSS. Donc je travaille aussi avec ces éléments-là. Voilà, je pense que le lien à l'intime est important en fait. Mais, Alors c'est intéressant parce que dans Amar, l'idée, enfin la question de l'exil est présente déjà. Dans celui-là, forcément, beaucoup. Et vous me dites que vous en parlez encore davantage dans ce que vous avez fait lors de votre résidence au Théâtre de Poche. Ça veut dire quoi? Que ce thème de l'exil, il faut l'apprivoiser, on ne peut pas l'aborder de front tout de suite? Je pense qu'on n'en sort pas. Enfin, en tout cas, moi je me rends compte que c'est... Même si j'essaye d'écrire sur d'autres choses, c'est quand même ça qui imprime sa marque à tous mes textes. Ensuite, oui, je pense que... c'est-à-dire que... Effectivement, il y a des vécus, il y a des choses d'ordre traumatique qui demandent à trouver une langue avant de pouvoir s'exprimer. Il y a effectivement... moi, je suis arrivée en Suisse parce que j'ai fait des études à l'Institut littéraire. J'écrivais beaucoup en fait sur la Russie et sur l'exil avant d'arriver là, et puis en arrivant en Suisse et en étant tellement renvoyée en fait à cette position de l'immigré qui n'a forcément que ça à dire et qui doit forcément raconter, que moi j'avais une résistance très forte en fait envers le fait de raconter, parce que je voulais pas justement donner ce qu'on attendait de moi. Voilà, donc je sais pas, il y a des résistances successives comme ça en tout cas. Et qui lâchent petit à petit probablement. Velibor, on va rester dans les émotions parce que je le disais tout à l'heure, dans ce manuel d'exil, vous tombez pas mal amoureux, souvent. Il n'y a pas de plus belle émotion que de tomber amoureux finalement. Mais vous avez des stratégies de séduction qui sont différentes. Parfois on dit je suis réfugié, et parfois je suis producteur de cinéma ou écrivain renommé. À quoi ça correspond? C'est une manière de... C'est une manière de trouver une porte d'entrée dans un nouveau monde? C'est une manière de ne pas être seul? Et c'est là qu'il est un peu dans la... Non, c'est l'histoire de vide. C'est l'histoire de... J'appelle ça de froid métaphysique qui m'a habité, qui s'effondre aussi régulièrement. Pour moi, le métro de Paris, où je dormais quelquefois sur le banc, était le métaphore, l'endroit de froid métaphysique. Et ce froid métaphysique m'a lâché récemment, il y a 5-6 ans, chaque fois, mois d'août, canicule, je descendais dans le métro parisien et je tremblais.
ce froid métaphysique se manifestait aussi manque de... Attention, froid métaphysique pousse un jeune homme comme moi pour dire coucou, je suis vivant. Froid métaphysique. Et j'ai dit, réfugié ou pas, je vois qu'elle est belle. C'est pas parce que je suis réfugié que je vois pas qu'elle est belle. Donc j'essaye comme je peux. Réfugié, ça marche. J'essaie de dire je suis réfugié, pauvre, malade, SDF. Ça marche moyennement. Ouais, c'est pas terrible, je suis d'accord. Alors j'essaie, je dis ouais, elle m'a dit c'est pas ça. Je dis je suis. Elle a dit vous êtes. J'ai dragué avec le journal Le Monde. J'ai raconté j'ai quelques amis journalistes. J'imaginais à quel point de désespoir j'étais. Donc une Hongroise, j'étais à café à Budapest. Elle m'a dit vous êtes français. Je dis parfois oui, je suis français. Et donc j'ai essayé de remplir maladroitement, bien évidemment, maladroitement, ce vide métaphysique, cette absence inamie m'a dit j'ai problème avec toi parce que tu es absent. Il dit pas que de ici, tu es absent tout court. Donc exil pour moi c'est absence, et ça c'est le premier pas à franchir, à essayer de devenir monsieur tout le monde. Avant de essayer de devenir grand écrivain français et tout ça, je voulais devenir comme beaucoup. Parmi nous, les réfugiés, les exilés, les non-invités. Je suis venu en France, personne ne m'a invité. J'essaie d'être monsieur tout le monde. On dit en France, Pierre-Paul Jacques. Ça ne marchait pas, mais j'ai essayé. Donc au moment où je dis je suis un peu dans le cinéma, c'est juste pour remplir ce terrible vide, ce froid métaphysique qui m'a habité. Ça marche mieux que je suis réfugié. Quoique on était un petit peu à la mode, les Bosniaques, mais vite fait, on a tombé comme ça. J'ai écrit 2 livres sur la guerre. Première, les Bosniaques que j'ai écrit dans le tranché. Le bouquin sur la guerre pendant la guerre, puis Chroniques des oubliés, et mes livres cartonnés, et puis les salauds, ils ont signé la paix. J'ai dit, mon éditeur, il s'est bien reconnu, il m'a dit, j'étais comme ça, puis resté, je lui ai dit, t'étais comme ça. Il m'a dit, il va y avoir un nouveau livre sur la guerre. Il y a un peu plus de civils quand même. Et là, il y a trop d'histoires sur là qui est bon. On s'en fout plus de civils comme ça. Il m'a dit, c'est des salauds là-bas. Ils sont tout capables à faire, y compris signer la paix. Il faut se dépêcher. Alors vous venez de dire que vous avez écrit 2 autres livres sur la guerre. Dans celui-là, vous dites très clairement, pour écrire après la guerre, il faut croire en la littérature. Exactement, je découvre On ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas faire semblable. Mon exil commence, hélas, avec cette histoire terrible où on tue la gamine. Ça ne s'invente pas. Je dis à un écrivain américain, il peut inviter serial killer et découper comme ça. Ça ne s'invente pas. Ça reste à vie. Vous avez 4 gaillards en uniforme, visibles, ça lui tire sur la gamine. Donc l'origine d'exil, elle est là. Comment s'armer, comment faire, comment rester normal, comment s'armer, avec quoi? Je suis athéiste. Je ne crois pas. J'ai essayé, vous avez vu. Casse-noisette. Et donc, alors je m'invente un panthéon, ça c'est vrai. Le véritable moteur de mes premiers mois, semaines, minutes d'exil, c'était la littérature. Alors je m'invente un panthéon. Je dis le Dieu et le Barbie, qui peut être le Dieu? Victor Hugo. Qui peut être Marie? Mais je dis Marie, elle est un peu coquette. Oscar Wilde. Et j'invente et je remplace chacun et chacune par un écrivain.
Je passe Saint-Pierre, je dis c'est un boulot pour un Allemand, comme ça, je dis Nietzsche, faire comme ça. Et plus sérieusement, j'invente je remplis, c'est toujours le vide, beaucoup de choses à remplir, à réinventer. Et j'étais beaucoup affronté avec la mort. Un copain, on était en Italie, qui est passé, Faruk Šefić, magnifique poète, jeune poète bosnien, qui m'a dit, tu sais quoi, Garibo, on parlait de cadavres devant les gens, et la plupart des gens normalement n'ont même pas vu un corps mort dans leur vie. Jusqu'à la guerre, j'ai vu que ma grand-mère morte, et là j'ai vu les choses que je n'étais pas préparé à voir. Personne n'est préparé à voir les choses que j'ai vues. S'il y a une excuse, je travaille beaucoup dans le lycée, j'en étais là, que je raconte que j'étais des soldats, les gamins me demandent, ils sont directs, est-ce que vous avez tué quelqu'un? J'ai tiré beaucoup. Mais quand comme j'ai tremblé, 1 centimètre ici, ça fait 3 mètres comme ça. Je dis, il y a probablement 2 étoiles qui manquent sur le ciel de Bosnie, parce que j'ai tiré comme ça. C'est ça que c'est. Donc avec ça, je viens en France. Et Dieu n'existe pas. La patrie, c'est la merde. Le drapeau, non merci. Bien évidemment que j'appelle Hemingway, Dostoïevski, Bukowski, John Fante pour venir en aide. Quand j'étais PDF, plusieurs domiciles fixes que j'appelle, ou QDF à Paris, autour de Place Clichy, je dis j'ai froid et j'ai faim, mais c'est pas grave, je suis comme Henri Miller. Lui aussi avait froid. Bien évidemment la littérature, forever. Alors, on va arriver à la littérature avec vous aussi, Marina Skalova, parce qu'on parlait de forteresse tout à l'heure, et dans votre livre, on comprend bien que cette forteresse, c'est souvent l'Europe. L'Europe a des principes qui sont d'abord des vaccins, dites-vous, mais ils sont devenus frileux, ces principes. Ils s'enrhument facilement et ils craignent les microbes. Quand on fait un constat comme celui-ci, est-ce qu'on peut continuer à être optimiste? Ou est-ce qu'il n'y a plus que la littérature pour nous sauver? Bon, je pense pas que mes livres témoignent d'un très grand optimisme. Je pense que nous, la littérature, bon voilà, effectivement, quand on est arrivé dans des pays sans que personne nous ait invité, on ne s'attend pas forcément à nous retrouver au seuil de chez Gallimard. Donc ça aura au moins eu des vertus individuelles. Après, sur le plan collectif, je pense qu'on a quand même besoin de décisions politiques qui vont un peu plus loin que nos petites élucubrations littéraires. Enfin, en tout cas, Enfin, si je vous pose la question, c'est qu'à la fin de votre livre, vous écrivez « C'est désespérant d'avoir affaire à l'humanité ». C'est effectivement pas très optimiste. Bah oui. Que vous dire Le mieux, c'est peut-être que vous nous en lisiez un deuxième extrait, dans lequel on va croiser cette phrase probablement. Non, je pensais lire un autre extrait que j'ai pas le temps de lire. Comme vous voulez. Comme vous voulez. En temps de crise, les besoins économiques sont fluctuants. La globalisation, c'est quand on supprime certaines frontières, mais seulement pour permettre les transactions financières. Une frontière, c'est ce qu'on érige quand il y a un front à tenir. Du temps des guerres, dans la forteresse, la frontière, c'était ce qui permettait de faire front à l'ennemi. On a terminé les guerres, on a signé des traités de paix, dont les termes « traité de la paix » qu'il faudrait garder lorsqu'il n'y aurait plus de front à tenir, mais on a tout de même gardé les frontières. On s'est dit que les frontières allaient rester car elles seraient les garantes de la paix. Les frontières, ce sont des barrières qui permettent de faire front pour que chacun tienne son troupeau chez soi et que les moutons restent bien gardés. Une frontière, c'est ce qui permet de séparer une chose d'une autre chose. Il faut séparer pour pouvoir faire une différence, pour pouvoir dire que l'un est l'un et que l'autre est l'autre, et que même si on peut bien s'aimer l'un l'autre, l'autre ne peut pas rester auprès de l'un tout le temps, l'un ne peut pas garder l'autre indéfiniment. Dans les mathématiques,
On dit bien 1 plus 1 et pas 1 plus autre, parce que malgré tout, même si on peut franchir des frontières pour se rencontrer, l'un reste l'un et l'autre reste l'autre. On ne mélange pas les serviettes et les torchons, les moutons restent des moutons, les cochons restent des cochons. Ce qui est bien avec la globalisation, c'est qu'il suffit de verser de l'argent pour traverser la frontière. On devient ainsi soi-même l'objet d'une transaction financière. À l'intérieur de la forteresse du corps aussi, il y a des frontières. Il y a des frontières entre la trachée et l'œsophage, entre l'œsophage et l'estomac, entre l'estomac et les intestins et le foie et les reins et la vessie, etc. Il y en a certaines qui sont destinées à être franchies, à faire couler le flux. Entre certains organes, on a aménagé des passages pour permettre une libre circulation de l'eau et de la nourriture. Mais parfois, des frontières se bouchent. Il y a des embouteillages, cela provoque des crampes, des crispations, des douleurs, des renvois. C'est un peu la même chose aux frontières de la forteresse. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer, qui attendent, qui poussent, qui ne sont pas contents, qui doivent être envoyés. C'est vrai qu'avec toutes ces frontières qui s'ouvrent et qui se ferment à l'intérieur de la forteresse du corps, on doit déjà composer avec beaucoup de douleur. Alors, c'est difficile de composer avec la douleur des autres, en plus, d'accueillir une douleur supplémentaire chez nous, lorsqu'il y a déjà notre propre douleur en nous qui nous pousse et nous renvoie vers nos frontières à nous. C'est compliqué de faire entrer une douleur supplémentaire, de l'imaginer s'incruster dans nos veines et nos artères, s'immiscer dans notre circulation sanguine, traverser nos canaux, nos vaisseaux, sur des barques et des bateaux. Notre corps, il est déjà assez peuplé. Il est traversé par des intestins presque aussi longs que le tunnel qui mène de Calais à l'Angleterre. Notre corps, il n'a pas besoin de la misère des autres. Il a déjà assez de manques qui le font souffrir. Des manques de fer et des manques de zinc, des manques de minéraux et des manques d'amour. Il n'a pas besoin de la guerre des autres. Il a déjà des globules rouges et des globules blancs qui se bousculent à l'intérieur comme l'armée blanche et l'armée rouge du temps de la Révolution russe. Sauf qu'aucun des deux camps n'a foi dans le salut. Personne ne croit à la fin de l'histoire et à l'Eldorado des corps nus dans les prairies. Tout le monde sait qu'ils vont s'exterminer, se déchiqueter et s'exterminer. Le temps passe à toute vitesse, il y a déjà presque une heure qu'on dialogue. À la fin de votre livre, Marie Mascalova, il y a cette phrase ce que peut la littérature face à ce présent, pas grand-chose. Sûrement, ça pose une vraie question. Pourquoi écrit-on finalement face à ce présent? Oui, bon, c'est effectivement une question que le texte pose, où j'espère que le texte ait quand même une réponse. C'est-à-dire que le texte tente quand même de répondre par la poésie et de résister malgré tout et de trouver des images qui puissent être assez fortes pour résister aux vagues, mais voilà, tout en s'inscrivant dans une conscience des impuissances, des limites. On reste sur cette notion d'impuissance. Bah oui, parce que je pense que c'est écrire, c'est faire avec l'impuissance, c'est pas s'imaginer se rêver en éveilleur des consciences, en révolutionnaire, voilà, c'est. Je pense que, et surtout aujourd'hui, voilà, on s'inscrit dans un champ littéraire qui est très limité, on sait qu'on est lu essentiellement par des gens qui sont d'accord avec nous. Donc voilà, donc malgré tout, effectivement, il y a la tentative mais dans la conscience de son ambivalence. Veli Borčalić, vous êtes d'accord avec ça? Je vais vous la poser autrement, la question. On disait tout à l'heure que vous utilisez essentiellement les mots exilés, réfugiés, et c'est vrai que pendant la guerre en Yougoslavie, on a beaucoup utilisé ces mots. Aujourd'hui, on ne les utilise plus du tout. On ne parle plus que de migrants. Quand il y a des guerres quelque part, dans certains cas, on parle de bombardement, dans d'autres, de frappe de la coalition. Ce n'est pas la même perception des mots, on ne dit pas la même chose. Oui, on ne dit pas la même chose parce qu'on ne vit pas la même chose. Réfugiés, migrants, étrangers, le monde va vite et les réfugiés, exilés depuis, mon histoire est aussi obligée d'accélérer. Il y a des choses absurdes qui se passent.
dans ce monde qui est un pays qui bombarde mon pays, et je vais dans le pays qui me bombarde, comme si de France on allait à Berlin faire un réfugié. Tout ça c'est possible parce que tout est brouillé, on ne comprend plus rien, frappe de coalition, frappe chirurgicale, migrants, envahis, comme ça. J'ai intervenu plusieurs fois dans les choses non littéraires. Au Parlement européen à Strasbourg, dans le ministère, comme ça. Donc, il faut que je me documente un petit peu. Je demande les historiens de sérieux, comme ça. Est-ce qu'on est envahi? Je parle de la France. Est-ce qu'on est envahi là par les réfugiés, par les migrants? Tous me disaient, ben non, pas du tout. C'est que dalle. Ça n'a rien à voir par rapport de vagues comme ça. Donc on n'est ni envahi. Il y a un petit problème qui ne sont pas chrétiens comme nous. Moi que je traverse, je dis la frontière est pas pareille pour quelqu'un qui est né à Genève et pour quelqu'un qui est né à Sarajevo. Pour nous, les frontières sont physiques. Et puis maintenant un peu moins, parce que j'ai appris le marché comme un occidental, avant que j'ai des démarches de paysans balkaniques. Tout de suite, hop, à Malpensa, à Milan, hop, comme ça, demander les papiers, demander explications, demander tout ce que vous voulez. On est visible. Il y a une histoire suisse que j'aime bien raconter, sans vous vexer. Le pays natal nous forge. Mon pays natal ne m'a forgé à jamais. Alors, on est en pleine vague de littérature hispano-américaine. Ernesto Sabato, grand Ernesto Sabato, invité à Genève. Plein journaliste. Il y a un journaliste qui dit, Monsieur Sabato, comment ça se fait que vous, là-bas, Amérique latine, tant de grands romans mythologiques, épiques, comme ça, nous, en Suisse, un peu moins. Sabato qui dit, écoutez, jeune homme, au moment où Guillaume Tell a raté son fils, vous avez perdu la dernière chance d'avoir une tragédie nationale. Donc je viens d'un endroit, parfois je dis, je ne suis pas né, mais j'ai passé toute ma vie, toute ma jeunesse à Sarajevo. Je viens d'un endroit qui est extraordinaire pour la littérature, mais très compliqué pour vivre. Pourquoi il faut ce airbag d'exil pour écrire sur Sarajevo? Bizarrement, plus je suis français, plus mes livres se passent là-bas. Et même le dernier roman, comment on est scellé, c'est le destin. Inch'Allah, c'est comme ça. Pas une seule page qui se passe dans le Balkan. Mon livre se passe à Rennes, à Paris, à Milan, à Venise, comme ça. Il y a une journaliste qui m'a dit, monsieur, pourquoi vous écrivez, pourquoi tous vos livres se passent, je fais comme ça, pourquoi tous vos livres se passent? Je dis, putain, ça me compare à Paul Auster. Il écrit depuis 40 ans sur son truc, sur son Brooklyn, et que de Brooklyn. Et personne n'a jamais dit Paul Auster. Et c'est pas que de chef-d'œuvre. C'est bouquin. Pourquoi est-ce que votre prochain livre se passera à Brooklyn? Je dis, madame, vous êtes critique littéraire, personne n'est parfait. Si vous trouvez un seul endroit où mon livre se passe, en Bosnie, dans le Balkan chez les sauvages, je vous rembourse et je vous paye en plus pour acheter un vrai livre comme ça. C'est-à-dire, plus sérieusement, tellement scellé, tellement emprunté que je me balade à Venise, critique littéraire dans un grand journal, ça existe toujours, critique littéraire dans le grand journal. On parle de, c'est comme si on est au XXe siècle, impression que je passe, que je suis dans ma Bosnie natale. Alors, à un moment, je baisse les bras, je dis, ça se passe dans Venise du Balkan, ça se passe dans Amsterdam du Balkan, ça se passe finalement dans le Balkan.
tous mes essais de devenir européen, hélas, ont avorté. Comme disait Simon de Wiesenthal, il dit attention mes amis, attention, la peau de notre civilisation européenne est très 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 fragile. Mais parfois que je gratte, donc parfois je me gratte comme un Parisien et un Balkanique qui sort. Je me tourne vers vous, mesdames, messieurs, si vous avez des questions pour Velibor ou Marina, c'est le moment ou jamais. Moi j'ai une question. Excusez-moi, depuis quand c'est Croissant Rouge? Croix-Rouge est... Non, sérieusement, c'est récent ou... Le Croissant Rouge, 1877. Non, depuis que... Quand vous avez ajouté le musée Croix-Rouge et le Croissant Rouge? Depuis le début. Depuis le début. Depuis le début. Oui, Il oui. y a 30 ans. On nous cachait. Nous, On nous cache les choses. On nous cachait le Croissant Rouge, pas le chose, Croissant Rouge. Merci, voilà. Ok. Des questions pour nos invités? N'hésitez pas. Ou de réponse. Ou des réponses peut-être. Des interrogations, des réclamations, tout est possible. Le mot croissant. Ah, ça y est, il y a... Velibor, vous avez lancé un vrai débat sur le croissant. Depuis le début, ça s'appelle le Musée international Croix-Rouge et Croissant Rouge. Ok. Tout le monde est d'accord? Le musée, non, pas la Ah, ça y est, tout le monde est d'accord, c'est bon. Parfait. On est en Suisse. Très bien, mais c'est la démocratie parfaite. Si vous n'êtes pas d'accord, vous lancez On fait une votation. On lance une initiative, on change le nom, hein. Tout est possible aujourd'hui. Allez, dernière tentative pour une question à Velibor ou à Marina. Si ce n'est pas le cas, moi je vous propose de les remercier pour la qualité de leur partage avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît.